Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Blend. Moi c'est Camille, Communication Manager chez Studio Mati et aujourd'hui je hoste cet épisode avec Mati. Et moi je suis Mati, fondatrice et graphic designer chez Studio Mati. Et donc aujourd'hui on accueille Movses, fondateur de Seal & Sound. Hello Movses, comment tu vas aujourd'hui ? Je vais très bien. J'ai eu une bonne réunion ce matin avec des clients avec qui j'aime bien travailler, donc je suis de bonne humeur. Ça fait beaucoup. Oh. Merci d'avoir répondu présent à notre demande de podcast. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Et on va peut-être commencer par te laisser te présenter à nos auditeurs, présenter Seal & Sound. Voilà, je te laisse. Très bien. Je suis Movses Derkevorkian, je suis arménien du Liban. J'ai fait mes études d'architecture au Liban et puis j'ai fait des études d'urbanisme et de rénovation urbaine à Bruxelles. J'habite à Bruxelles depuis maintenant près de 15 ans et le bureau Seal & Sound est fondé depuis maintenant près de 9 ans, 8 ans presque. Et donc nous avons fondé ce bureau parce qu'il y avait quelques personnes réunies autour d'une idée ou des valeurs, je dirais, architecturales qu'on partageait. Donc on a commencé à travailler ensemble. Et puis Seal & Sound était un peu très vague au début, comme je pense tous les bureaux. Et puis on a eu notre bureau physique. Et puis c'est comme ça que petit à petit ce bureau a commencé à avoir des clients, à avoir des connexions, des contacts et des petits projets jusqu'à ce jour où on est un peu plus établi. Et voilà, c'est un peu comme ça la genèse de Seal & Sound Architects. Ok, tu peux peut-être un peu expliquer quel type de projet tu as. Donc on rappelle, Seal & Sound c'est un bureau d'architecture à Bruxelles. Oui, donc on a des projets un peu de tout genre et on tient à ce que nous ne soyons pas très concentrés sur un ou deux types de projets d'architecture. Donc on essaye de garder un peu la porte largement ouverte à différents types de projets, ce qui fait aussi notre côté intéressant. Oui. On travaille sur des bâtiments classés, on travaille sur des projets d'extension, des logements. Récemment, depuis quelques années, on travaille beaucoup sur des projets d'intérieur, qui est pour moi assez complémentaire à des projets d'architecture, donc l'un complète l'autre. Voilà, c'est déjà assez pour nous occuper. Et en termes géographiques, on est plus sur Bruxelles, mais on a beaucoup de projets de logement en Arménie aussi. Voilà, c'est un peu ça là. All over the place. Oui, exactement. Vous voyez une grande différence entre le style en Arménie et le style à Bruxelles ? Ou vous faites un peu le creative process, c'est un peu la même chose, ou l'approche est différente ? C'est un peu, enfin, en ce qui nous concerne, on n'a pas beaucoup on ne met pas l'accent sur notre style, parce que le style, je ne sais pas ce que c'est en fin de compte. C'est une manière de réfléchir, c'est une manière d'analyser la situation dans laquelle nous intervenons en tant qu'architectes. Et chaque fois, c'est un produit différent l'un de l'autre, justement parce qu'on part vraiment sur les éléments existants qui nous inspirent, des discussions, des bâtiments qui entourent le projet, par exemple. Et donc, entre l'Arménie et Bruxelles, je dirais évidemment oui, il y a des différences de contexte, social, architectural, artistique, économique, tout ce que vous voulez. Mais notre approche diffère forcément l'un de l'autre parce que justement on part sur des principes de base qui diffèrent d'un côté, de l'autre, d'une ville à l'autre. Et tu parlais donc de connexion, de contact. Oui. Comment vous avez fait votre nom en fait sur le marché bruxellois et même sur le marché arménien pour attirer des nouveaux clients, des nouveaux projets ? Nous n'avons pas vraiment pensé à ça. Ok.
Et le fait que vous posiez la question me pousse à réfléchir pour la première fois, si vous voulez, officiellement, comment il se fait qu'on a fait des... Parfait, notre job est fait. Ouais. Et donc, c'était un peu de bouche à oreille. Okay. Et aussi le fait qu'on a réussi à entretenir des bons contacts et des bonnes relations avec les clients. Ce qui fait que ce phénomène de bouche à oreille a très, très bien marché à un moment. Ça a des avantages parce qu'on sait que sur une certaine période, on a une clientèle qui revient, avec qui l'expérience est très réussie et positive, etc. Mais aussi, on souhaite à un moment peut-être sortir de cette ambiance, de ce cercle. Et donc, comment on a fait ce nom Seal & Sound, c'est des projets, ça peut sonner pas très modeste, mais c'est des projets réussis, c'est des... pardon. c'est des clients, c'est des contacts qu'on entretient. Les clients, pour nous, c'est des gens très, très importants. Donc, c'est sur eux que se base notre nom, notre expérience, nos projets. Donc, voilà, c'est un peu le bon contact à entretenir et des projets qui sont étudiés, analysés et réussis. C'est un peu la jonction ou l'unité de ces deux points qui font que oui, au final, une bonne relation client, c'est la meilleure publicité qu'on puisse avoir pour faire parler de soi, je pense. Après, il n'y a que tout le côté marketing aussi qui peut aider. Mais, que nous n'avons pas pour le moment. Mais c'est intéressant de voir que le bouche à oreille, ça fonctionne quand même encore relativement bien dans tous les domaines. Parce je veux dire, il n'y a pas forcément de domaine de prédilection pour le bouche à oreille. Une fois que la personne elle est satisfaite, elle recommande, quel que soit le domaine. Oui, elle revient. Et elle revient. Donc il y a des projets récurrents qui reviennent chez Seal & Sound ? Oui, on a des clients avec qui on travaille maintenant depuis une dizaine d'années. D'autres, ça fait 4-5 ans qu'on travaille avec. Des nouveaux qui sont basés sur des clients qui nous connaissent ou des gens qui regardent, qui prennent connaissance de nos projets et qui reviennent. Donc un peu tout. Ouais. Et du coup, c'est plutôt de l'architecture d'intérieur ou plutôt extérieur ou une combinaison des deux ? Les deux. Un peu le processus, comment vous voyez les choses ? En fait, je peux dire aussi que dans notre bureau, il y a 2 volets. Pour ainsi dire, il y a des projets qui nécessitent un permis, des projets de rénovation, des nouveaux, etc. Donc, il y a une équipe qui s'occupe uniquement de ces questions de permis, de projets de rénovation, des bâtiments classés, etc. Il y a une équipe qui s'occupe plus des projets d'intérieur. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces 2 équipes sont en permanente connexion et relation. Ce n'est pas des gens qui travaillent indépendamment, l'un n'a rien à voir avec l'autre, n'est pas au courant des autres projets, etc. Au contraire, tous les projets sont vraiment analysés, détaillés, discutés entre tout le monde. Ce qui est très intéressant parce que ceux qui travaillent au niveau des projets intérieurs sont au courant comment ça fonctionne un permis, quelles sont les complications administratives, quels sont les défis d'un projet de plus grande échelle. Et ceux qui travaillent sur des bâtiments, des rénovations, etc. sont aussi impliqués dans des projets intérieurs parce qu'à un moment... moi qui ai une vue un peu de loin de tout ça, je vois comment ces vases communicantes sont enrichissants pour l'expérience de nos collègues et des gens avec qui on collabore. Et donc, pour répondre à votre question, c'est un peu les deux. Ouais. C'est le détail des matériaux, du choix, de tout ça, et puis aussi le choix de prendre des décisions qui sont un peu plus à grande échelle, les relations avec la commune, avec des sociétés, etc. Donc c'est un peu le tout qui fait, comme je disais, la richesse de notre activité en tant qu'architecte. Oui, puis c'est important aussi le travail d'équipe, que tout le monde sache un peu de quoi ça parle pour... aussi, j'imagine, dans le processus de réflexion,
allez, inconsciemment, on va peut-être se dire, ok, ça c'est vrai qu'en intérieur, ça ne fonctionnera pas, donc je vais remodeler mon idée. Oui, on a souvent ce genre de discussion avec les collègues, dans le sens où, qu'est-ce que je voulais dire ici? L'intérieur et l'architecture, tu m'as rappelé Le lien qu'il y a entre les deux, que le fait d'avoir un peu des connaissances de l'autre domaine, ça permet sur son propre domaine de se dire, ah oui, juste ça fonctionnera peut-être pas, j'ai déjà eu le cas précédent, oui. donc je dois repenser mon idée pour après. Oui. En fait, si vous voulez, l'architecture, c'est très large comme expérience, comme intervention. Ça peut commencer par une plainte, ou ça peut finir par une plainte, et ça peut commencer ou finir aussi par une idée très générale sur l'approche architecturale, etc. Donc, c'est très important qu'un architecte lui-même fasse des projets d'intérieur, parce qu'en fin de compte, on est dans un espace où les choses doivent paraître dans leur détail et aussi dans leur intégralité. Donc faire ce va-et-vient entre les discussions de grande échelle, conceptuelles. Je ne dis pas qu'au niveau de l'architecture intérieure, il n'y a pas de concept. Au contraire, les concepts sont beaucoup plus clairement visibles et dans une petite échelle. Donc faire ce va-et-vient est assez enrichissant dans la réflexion architecturale de quelqu'un qui souhaite travailler dans ce domaine. Pour ne pas dire aussi cette longue haleine qui est extrêmement importante. Parfois, nous avons ras-le-bol après un certain temps. On se dit, voilà, bon, ce projet, on en a assez, on ne veut plus penser. Mais après un certain temps, on réalise qu'il faut cette patience qui est un des éléments les plus importants dans les projets d'architecture. Cette persévérance aussi dans la mise en place d'un concept de base que nous avions au début du projet. On se rend compte que pendant tout le temps de la réalisation du projet, de l'analyse, de l'exécution du projet, ce concept, c'est un élément important à rappeler à chaque fois et à faire un retour, une marche en arrière en disant n'oublions pas d'où on vient, n'oublions pas quel était le point qui nous a réunis tous ensemble et qui nous a inspirés. Ça a inspiré le client, ça a aidé à convaincre le client, parce que ce genre de choses, ce n'est pas seulement une phrase. Le concept, ce n'est pas une phrase, c'est quelque chose qui doit être fort, qui doit être important, et qui doit avoir la force de durer jusqu'à la fin du projet. Et en temps de crise, si on veut appeler ça ainsi, il faut revenir à ce point de départ, à ce concept de base et dire, n'oublions pas qu'on avait discuté ces différents points et il faut qu'on n'oublie pas que c'est ceci qui va nous inspirer encore plus pour arriver en terme et pour arriver à la fin du projet. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu parles de ton métier avec passion. Je suis captivée par tes paroles. Du coup, qu'est-ce qui te passionne au quotidien pour pouvoir après parler de Steel and Sound, de l'architecture avec autant de passion à des personnes qui n'y connaissent rien, parce qu'honnêtement... Pourquoi tu as choisi l'architecture? Oui, c'est ça. J'aimerais vous surprendre en vous disant que ce n'est pas du tout l'architecture qui m'inspire tous les jours, c'est plus tout ce qui entoure l'architecture qui me passionne. Et parfois, pour ne pas dire assez souvent, je suis plus amené à réfléchir sur des questions qui dépassent l'architecture, je dirais. Ou bien, pour mettre les choses autrement, l'architecture n'est pas du tout la construction, les matériaux, les espaces. C'est vraiment quelque chose qui dépasse, qui est plus large que cette réflexion que nous avons sur l'architecture en étant l'art de bâtir ou, je ne sais pas moi, mettre en assemblage des espaces avec des belles proportions, etc. Ce n'est pas du tout ça. On s'en fout de ça. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous de ça. L'approche, c'est plus avoir une idée très forte qui réunit le social,
les matériaux, l'urbain, le passé, le présent, comment on imagine que le futur doit être, le côté humain, le côté technique, comment cette question de technique vient s'infiltrer dans notre quotidien et comment on va dialoguer avec. Donc mes intérêts pour l'architecture sont d'ores et déjà, ou d'abord, c'est le côté humaniste des choses, c'est le côté les problèmes de l'humanité qui dépassent les problèmes de notre quartier. C'est ça qui définit ce que c'est une ville, ce que c'est l'urbanisme, et puis revenir à des questions de plainte et des choses comme ça. J'ai toujours dit à mes collègues, moi, le choix des couleurs, le choix des matériaux, etc., je suis pas du tout... c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais c'est fou parce que vous disiez au début que Seal & Sound n'a pas vraiment un style, oui. Mais je trouve quand même que si on voit vos projets, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment dire, allez, moi je ne pourrais pas dire oui c'est ça le style ou vous mettre dans une catégorie, oui. Mais je trouve quand même qu'il y a un lien. Ouais, je trouve c'est un peu l'expérience, je pense, de chaque projet que tu ressens quand même que c'est vous qui avez quand même mis votre touche dessus. Je ne sais pas comment expliquer, mais comment vous arrivez à toujours réinventer un concept de où ça vient? Allez. Est-ce que tu es dans ton lit la nuit et tu dis « Yes, I'm gonna do that » C'est très important, cette question me pousse à me rappeler de la réponse que je voulais te donner tout à l'heure. Okay. Fait des liens, des connexions. Oui. En fait, d'abord, il y a la réflexion et le concept qui vient avant toute chose. Parfois, le plus difficile, et ça on en parle souvent avec mes collègues, c'est de résumer le concept ou la phrase qui était au début du projet, qui était le fondement du projet. Et parfois, ce résumé vient à la fin, quand on a envie, par exemple, de mettre ça sur notre site web et on se dit, bon, on va écrire un petit texte sur ce projet. Et là, on se rend compte que écrire un texte, c'est difficile. Ouais. Et le mieux, c'est d'écrire ce texte ou cette phrase au début du projet, parce que le texte parfois aide à développer le concept, à nettoyer un peu, à peaufiner le projet, et faire ce va-et-vient entre la réflexion et le plan. C'est quelque chose qui nous passionne et qui nous fascine, parce que comment il se fait que depuis une phrase qui a été l'origine de ce projet, peut nous acheminer vers un plan, des tirets, des lignes, des courbes, un dessin. Comment cette réflexion est très importante de savoir comment faire le lien entre une pensée et un dessin, comme c'est le cas de tout le monde. Un peintre aussi, il pense peut-être d'abord, ou il a des réflexions un peu bizarroïdes qui se manifestent en tableau, en fin de compte, en peinture. Donc comment au niveau architectural, qui est quelque chose de très compliqué aussi, parce que ça doit répondre à un certain usage, à une certaine fonction, à des problèmes d'orientation, des questions d'urbanisme, des réglementations, tout ça doit avoir à l'arrière un concept qui est assez riche, assez complexe, pour que, au fur et à mesure qu'on travaille sur le projet, qu'il soit un peu modifié, qu'il modifie lui le dessin, le projet, et en même temps que ça soit quelque chose qu'on puisse expliquer à quelqu'un. Voilà, que ça soit une phrase qui a une base, qui a le sujet, le complément, le verbe, etc. Que ça soit quelque chose qui est compréhensible. Tu as parfois des cas où le concept du début, donc le concept que vous avez au début, ne correspond plus à la fin? Oui, et je suis content quand c'est le cas. Ok. Parce que ça signifie que nous ne pouvons pas tout décider à l'avance, et qu'en travaillant l'exercice ou cette question de pratique de travail remet en question le concept que nous avions au début. C'est-à-dire un concept de base n'est pas tout, ne peut pas nous
pousser jusqu'à la fin du projet, et que aussi, quand on dessine, quand on change, quand on discute avec les collègues, avec les clients, ça peut aussi avoir ses répercussions négatives ou positives, on s'en fout, sur l'approche initiale qu'on avait sur le projet. Mais on essaye quand même de ne pas trop faire des concessions, parce que à chaque pas, il y a des éléments qui nous poussent à faire des concessions. Et si on fait des concessions, inutile de penser à des concepts. Donc voilà, c'est un peu difficile. On essaie de naviguer. Oui, il faut être flexible, mais quand même pas trop, quoi. Allez. Voilà, il faut être flexible, mais quand même pas trop. Dire aux gens ou aux clients que nous sommes flexibles, mais peut-être pas trop. C'est un bon slogan, je pense. Hein. Flexible, mais pas trop. Ouais. Ça dit tout directement. Et justement, par rapport au concept, vous en discutez avec le client, j'imagine, au début, ou c'est vraiment... Oui, donc ils apportent un peu des... Vous recevez beaucoup de cartes blanches. Allez, les clients, ils sont... Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils viennent et ils disent on veut, genre, I don't know, on veut juste un coffee bar, ou est-ce qu'ils viennent avec déjà des Pinterest boards? En fait, ils peuvent venir avec tout ce qu'ils veulent. Et nous, on vient aussi avec beaucoup d'idées, ou plutôt une idée assez compacte, qui est enfin, c'est difficile de formuler ce genre d'idée, mais je me souviens d'un entretien avec un architecte, Peter Eisenman, qui est un architecte assez intéressant, assez important. Et quelqu'un lui a posé cette question, il a dit, écoute, ou il a dit, si tu penses beaucoup, le monde s'en fichera de ce que tu construis, parce que tu vas finir par ne pas construire parce que tu penses beaucoup. Et lui, il a répondu, oui, mais si on construit beaucoup sans penser, le monde va s'en foutre de ce que nous on construit. Vous voyez, il y a cette balance entre penser et construire qui doit être, en fin de compte, pas seulement penser avec des idées qui sont géniales, mais après on finit par ne rien construire, et pas non plus construire beaucoup et faire beaucoup sans qu'il y ait une pensée à l'arrière. Donc on essaye de donner au client une idée de notre approche qui est assez claire, qui est basée sur l'espace, sur les contraintes, sur les réglementations, etc. Et ça, les clients, parfois, le prennent assez positivement. Ils sont contents qu'il y a une approche un peu holistique, générale, je dirais. Et sur base de ça, ils savent aussi ce qu'ils nous envoient comme document. Évidemment, faire un Pinterest board, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Les clients viennent avec 1000 photos, etc. Mais tout de suite après, ils se rendent compte que parmi ces 1000, il y a 3 qui peuvent vraiment représenter leur approche et notre approche. C'est un peu à mi-chemin entre la discussion d'origine qu'on a ou du début qu'on a entre nous. Voilà, c'est un peu ça. Non, mais c'est intéressant parce que, je veux dire, je pense en architecture, surtout si on veut ouvrir un projet, je sais pas moi, un café ou quoi, on a peut-être une idée précise de ce qu'on veut pour son café. Et j'imagine qu'on peut arriver chez l'architecte en disant je veux ça. Et puis vous êtes un peu... il faut savoir challenger le client aussi. C'est important de lui faire comprendre que ok, tu veux ça, mais en fait, c'est pas réalisable ou ça va pas fonctionner en question de... J'en sais rien. Je freestyle complètement. C'est quelque chose qu'on a vu déjà 10 fois. Il faut un peu innover. Je peux comprendre que vous n'avez pas envie de faire des copies. Allez, si le client il vient avec une idée et que vous en avez marre de faire cette idée, vous lui dites aussi... oui, mais en même temps, on trouve que c'est normal que quelqu'un vienne avec une idée, avec des inspirations qu'il a vues quelque part. Il veut un peu la même chose, mais nous, notre rôle, c'est de dire, écoute, voilà, nous, on a vu ça, toi, tu as été inspiré, nous aussi peut-être à un moment, mais là, il faut créer quelque chose de complètement différent pour que ça soit aussi un élément qui inspire à son tour ceux qui vont venir après toi et dire, je veux comme lui, il a fait. On ne va pas continuer à faire la même chose, on va changer. Et pour répondre à ta question, il y a toujours étant donné que je suis de formation architecte, si on peut dire comme ça, il y a toujours
une idée qui est un peu plus globale que l'idée d'aménager un intérieur. L'expérience de l'espace, les volumes dans l'espace, donc tout ça c'est une approche un peu plus architecturale, je dirais, que une approche beaucoup plus de décorateur ou d'aménagement intérieur avec les couleurs, etc. C'est pourquoi je disais que couleurs, matériaux, etc., ça c'est des choses qui peuvent s'apprendre et qui sont, avec l'expérience, on peut peut-être faire des choses intéressantes, mais d'abord et avant tout, pour moi, l'approche architecturale dans un espace, c'est très important. C'est de rentrer, c'est de sentir un peu les choses, c'est de faire un zoom out et de réfléchir au niveau spatial, architectural, urbain, qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur, etc. Donc il y a peut-être ça qui est assez récurrent, où c'est la colonne vertébrale de notre intervention au niveau des projets intérieurs. Et qu'est-ce qui vous inspire le plus? Allez, quand vous faites un concept, vous allez chercher de l'inspiration où? Juste dans votre tête, ou vous, je sais pas, allez, par exemple, moi, en tant que graphic designer, je m'inspire plus justement de l'architecture, de l'art, plus que de graphic design. Allez, je trouve que d'autres éléments dans le monde sont plus intéressants ou plus inspirants que le graphic design. Est-ce qu'il y a un truc que toi, tu peux... Genre, moi, si je suis, allez, inspirationless, je vais dans un musée pour essayer de m'inspirer, ou je sais pas, je visite un pays que je connais pas, et j'essaye de voir si ça peut m'inspirer. Est-ce que toi aussi, tu as un truc comme ça qui, you know, when you're like creative, allez, quand ta création ne vient pas, qu'est-ce que tu fais? Maybe you never have that. C'est difficile de répondre à cette question parce que à chaque projet, à chaque fois, c'est quelque chose c'est quelque chose de particulier qui t'inspire. Je liste sans vraiment dire que le plus important c'est le premier et le moins important c'est le dernier. Parfois c'est une idée, parfois c'est une discussion, parfois c'est un matériau qu'on touche et qui nous inspire. Parfois c'est des lieux qui nous inspirent, par exemple. Parfois, c'est le travail aussi qui nous inspire, c'est-à-dire en commençant à travailler sur le projet, en dessinant, en changeant, on a des inspirations, on a des scénarios qui nous inspirent et qui nous disent, voilà, je dois partir sur ça. Comme tout le monde, on est inspiré par des images qui sont assez omniprésentes dans notre vie de tous les jours. Quelque chose que quelqu'un nous montre et on est tout de suite inspiré peut-être, on cherche quelque chose qui pourrait marcher. Parfois, un élément peut inspirer la création d'autres éléments. C'est un peu complexe, je dirais, mais il y a un peu de tout, de tout ce que tu as, tout ce que tu as énuméré. Un film, un espace qu'on a vu quelque part, des couleurs, je ne sais pas. C'est un peu difficile de répondre, mais voilà, c'est un peu le tout. Le monde est inspirant. De ce que je comprends, le monde est inspirant et tout élément est source d'inspiration. Si on doit résumer allez, je suis d'accord. J'ai résumé vos pensées. De recap. Voilà, je pense que c'est... je suis d'accord, tout à fait d'accord. Moi, je voulais revenir parce que tu parlais de volume et j'avais une question en tête justement par rapport à ça. Enfin, je trouve que justement dans vos projets, il y a une gestion des volumes qui est assez intéressante. Quand on voit par exemple le café Bouche, c'est un peu... nous, on dirait qu'on pense off-grid, donc vraiment pas un truc commun, on rentre, allez, on a une entrée d'un an, oui, ok, il y a des éléments qui doivent rester, mais dans la manière dont on va positionner certaines choses, je trouve que c'est vraiment pensé pour être surprenant, et je trouve ça assez intéressant, je trouve que ça se retrouve un peu dans vos projets. Est-ce que tu peux peut-être en développer un peu plus à ce niveau-là? Oui, pour reprendre l'exemple de Bouche, par exemple, pour moi, il y avait cette question de renverser un peu la vue des choses complètement ou voir les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est un espace assez habituel pour les commerces à Bruxelles. C'est des salles en enfilade, un rez-de-chaussée composé d'un espace A, B, C, etc. Donc, comment faire? La question, c'était comment faire pour réunir ces espaces entre les différents coins de cet espace.
et en même temps donner une uniformité ou une homogénéité à cet espace, une expérience qui est homogène, que je me sens dans le même espace. Je découvre les différents espaces tout en étant dans un même volume. Donc c'était un peu ça le défi qui concerne, comme je disais, en fait tous les rez-de-chaussée commerciaux de Bruxelles. D'où l'idée des arcs qui arrondit un tout petit peu les coins et qui crée une enfilade, une expérience qui fait que nous découvrons les espaces petit à petit et en même temps on a une vue globale sur l'ensemble. C'était la petite réponse qu'on avait apportée à cet espace. Les couleurs aussi qui doivent matcher avec les formes. Voilà, c'est pour résumer avec des phrases, avec des mots, c'est un peu ça ce que je peux vous répondre. Mais aussi, il y a cette réflexion qui est à grande échelle. Par exemple, on a un projet de logement à Molenbeek, très intéressant. Et là, les volumes sont repensés à une plus grande échelle, à l'échelle urbaine, parce qu'il y a un bâtiment plus petit à côté de nous, et en plus il y a le projet en question, il y a un projet beaucoup plus grand à côté de nous. Donc comment assurer cette continuité entre les volumes, comment être créatif avec la réglementation bruxelloise, parce qu'il faut toujours s'aligner au plus petit, mais aussi s'aligner au plus grand. Donc comment faire cet escalier entre les deux? Comment apporter l'utilisation de matériaux qui est intéressant et sortir un peu de ces façades en briques avec des fenêtres qui sont assez encadrées, etc. Donc travailler sur ces couches de façade et ne pas avoir quelque chose de complètement opaque. Donc ces discussions ne sont pas seulement à une échelle intérieure, à une échelle d'un espace d'un rez-de-chaussée ou d'un espace intérieur, mais aussi de réfléchir à comment apporter cette discussion à une échelle beaucoup plus urbaine. Comment l'expérience intérieure peut se refléter à l'extérieur. Oui, voilà, vice-versa. Donc, c'est pour te répondre aussi à ta question, comment apporter l'architecture, la réflexion architecturale à l'espace intérieur et comment refléter cette réflexion de l'espace intérieur à une architecture qui se développe sur une plus grande échelle. Donc c'est ce va-et-vient qui nous passionne aussi. Moi, le projet qui m'a vraiment marqué, c'est Ancre. Ancré, oui. Au début, je ne savais même pas que c'était vous, mais quand je suis rentrée dans l'espace, ce qui m'a vraiment marqué, je me suis direct dit, waouh, ça, on a vraiment un truc qu'on a, genre à Bruxelles, pour moi, c'est vraiment waouh, nouveau. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que commercialement, c'est pas optimalisé. Je veux dire, c'est très intéressant parce que c'est un lieu très fréquenté. Et quand on voit l'espace pris, donc on arrive dans la pièce et it's an art piece, mais quand tu sais pas direct qu'il y a un coffee bar derrière, quand tu vas dans le coffee bar, en fait, c'est très intéressant que le client, il a pas voulu toute la pièce en coffee bar parce qu'il aurait pu aller plus rentabiliser la chose. Je me demande comment vous avez fait pour apporter le projet. Je suis très curieuse par ce projet. En fait, ce projet Ancré, qui est une marque française développée ou créée par Charlie Faron, qui est un chanteur, artiste et créateur de vêtements. Cet espace, c'était hunting and collecting avant. Ouais. Et donc, quand on a visité ensemble, étant donné que je connaissais l'espace et son potentiel, on a tout de suite eu cette discussion en disant il faut garder l'esprit de cet espace, le sol, les murs, les plafonds, enfin, etc. Et pour moi, toujours une intervention dans un espace, ça doit se sentir. C'est-à-dire, il faut qu'on soit déconnecté de l'espace et que l'intervention dans l'espace soit visible, soit quelque chose qui est dans un projet intérieur, l'intervention doit être réversible.
Voilà. Il faut que ça soit, si demain vous rentrez dans cet espace et vous voulez faire un autre projet, que ce soit difficile de tout démonter, du jour au lendemain, que cet intérieur soit complètement réversible et puis on repart à zéro. Voilà, ce côté éphémère de l'intervention de l'architecture intérieure, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. D'où cette approche de cette boîte qui est au beau milieu de l'espace, qui n'est même pas alignée au mur existant et qui donne l'impression que ceci est un élément posé dans cet espace. Il faut être un peu humble et modeste quand on est architecte et même architecte d'intérieur pour dire que voilà, tout ce qu'on met ici, c'est une intervention éphémère, c'est une intervention réversible. Et ça peut donner, ça peut être un potentiel d'un changement, d'une modification. Et ceci dans le respect de l'espace existant. Et l'esprit ou l'atmosphère que l'espace existant crée indépendamment de l'intervention de l'architecte intérieur. Donc, l'idée était de mettre en évidence les vêtements que Charlie Farron crée et de les exposer d'une façon complètement différente. Et pas que, voilà, sur les murs, il y a des trucs accrochés, il y a des cintres, il y a des choses, etc., etc. C'est de renverser cette optique et de dire, voilà, tout ce qu'on expose est dans une boîte. Donc, une boîte dans une boîte. Et ces deux boîtes n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui, en même temps, créent un dialogue assez enrichissant. En termes de la couleur, en termes du produit, du matériau, en termes des tailles. Donc, tout est en contraste et en contradiction permanente. Tout en, si c'est possible de dire ça, en créant une homogénéité dans l'espace. Le rideau, c'est quelque chose qui est très éphémère. Cette boîte en plastique, en polycarbonate, qui est complètement éphémère. Et le côté café caché qui est à l'arrière du bar, aussi, c'est quelque chose qui est complètement, qui fait partie de l'expérience. Donc, on rentre, on est dans un espace, on rentre dans cette boîte rouge, on découvre les vêtements, et après, par très pur hasard, on rentre dans les fitting rooms et les cabines d'essayage, et puis on est dans un café. Donc, tout est inattendu. C'est un peu la démarche qu'on a développée avec Charlie, et lui-même est quelqu'un de très créatif. Donc, voilà, je peux... c'est ça un peu l'histoire de ce lieu, le ancré rue des Chartreux. Je trouve ça super intéressant. Moi, je bois tes paroles. Waouh. Je vais me reconvertir en architecte. Non, mais, très difficile. Tu conseilles pas? J'en ai un peu ras-le-bol. Non, je trouve que... Allez, moi, j'ai un esprit très... Et du coup, je fais de la communication, du marketing, donc je suis très dans l'expérience client. Et en fait, c'est ça que moi, tu m'as eu, l'expérience client. Je trouve ça super chouette. Et si je ne me suis pas trompée au début, tu parlais de vouloir créer des choses qui durent dans le temps. Et puis là, tu parles de choses éphémères. Du coup, mon cerveau, il est en feu. Là, je dis, waouh, il y a ce paradoxe, entre guillemets, de se dire, oui, non, on veut créer des trucs qui durent dans le temps, qui fonctionnent. Mais à côté de ça, il faut créer cette expérience un peu éphémère pour surprendre, en fait. Je veux dire, peut-être la coquille doit être intemporelle. Et puis, ce qu'on trouve à l'intérieur, une fois qu'on creuse un peu, ça doit être plus éphémère. Et ça, c'est... Oui, je trouve ça aussi très intéressant que tu es rentré dans la pièce de Hunting and Collecting et que tu as dit quand même, en tant qu'architecte, alors que tu pouvais tout faire, on va quand même garder l'espace qu'il y avait parce qu'elle est bien. Allez, elle est inspirante, et que... tu n'as pas décidé de tout détruire et de tout mettre à ta main, en fait. Allez, ça, je trouve quand même très... Oui, c'est très intéressant. Oui, tu as très bien résumé et tu as aussi, donc je n'ai rien à ajouter. Il faut trouver ce côté complémentaire des trucs qui sont éphémères et qui sont durables. Certes, il y a des choses qui doivent durer parce que les gens doivent l'utiliser, c'est un espace qui doit servir pendant longtemps. Mais aussi, le côté éphémère donne cette richesse dans l'expérience de l'espace. C'est qu'à chaque fois que j'y vais, moi aussi, je dois me surprendre à un moment. Sinon, je serais
tout de suite et très vite fatigué, lassé du projet et des projets que le bureau Silent Sound fait. Donc, c'est pas facile, on réussit pas tout le temps, mais parfois ça réussit, donc c'est bien. Ouais. Non, Je pense pour terminer, moi j'avais juste encore une question. Qu'est-ce qu'est le projet qui, dans toute ta carrière, t'a inspiré le plus? Ou peut-être pas vraiment inspiré, mais plus, qu'est-ce qui était le plus grand challenge ou genre, qui t'a marqué? Oui, ce qui t'a marqué. Est-ce que tu peux dire ou est-ce que c'est trop compliqué? Oui. Maintenant, si tu me poses cette question demain, je pourrais te répondre autrement. Oui. Mais dans notre bureau aussi, c'est un projet sur lequel un peu tout le monde a travaillé. Mes collègues, Lilith, Patil, Geborg, etc. Enfin, tout le monde a vraiment bien travaillé sur ce projet, qui est le projet à Korenbeek, cette rue Korenbeek, c'est ce bâtiment résidentiel qui a été le seul grand projet de A à Z de notre bureau et sur lequel nous avons vraiment mis beaucoup d'attention et de réflexion, et le concept est très intéressant parce que tout en étant un bâtiment résidentiel, il renverse complètement les idées et les concepts qu'on a vus jusqu'à présent pour les bâtiments résidentiels. C'est un bâtiment complètement translucide, avec une façade en polycarbonate de nouveau. Le polycarbonate, c'est notre amour de tous les jours. Donc c'est un bâtiment translucide qui fait que pendant le jour, il y a beaucoup de lumière qui rentre dans les chambres. Et la nuit, c'est la lumière de l'intérieur qui illumine la rue. Donc, c'est une peau qui change tout le temps pendant la journée. Tout dépend si le soleil tape, s'il est nuageux. Enfin, il est plus nuageux que le soleil tape, mais donc voilà, on s'est compris. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce bâtiment communique avec l'espace public. C'est pas un truc aveugle où on ne sait jamais ce qui se passe à l'arrière. Par exemple, ce bâtiment, voilà, on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui habite, etc. Si le gars est rentré dans sa chambre, on réalise qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement. Le bâtiment est en mouvement, bien qu'il soit quelque chose de complètement solide, mais il participe. Je passe devant, je regarde le gars du 3e étage, il vient de rentrer dans sa chambre, il vient de passer au salon. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus le côté éphémère de la façade. On retrouve sur ce bâtiment, bien que le bâtiment c'est quelque chose de durable, on ne peut pas le changer du jour au lendemain, mais c'est toujours cette question de communication avec le client, avec l'urbain, avec le côté social. C'est quelque chose qui nous a beaucoup plu en fait dans ce projet, et peut-être c'est ce projet-là que je pointerai en tant que quelque chose où l'architecture, l'intérieur, le côté aussi réflexion en termes de notre collègue, enfin des collègues qui parlent quoi, qui donnent quelles idées, etc. C'est quelque chose de très important pour notre bureau. Voilà, parce qu'on se complète d'une façon assez intéressante. Il y a une personne qui est beaucoup plus dure dans les réglementations, dans les plannings, dans les délais, dans les contrats. On en a aussi une chez nous comme ça. Et qui est un des piliers du projet, parce que sans organisation, on est un peu perdu. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus, qui ont une approche beaucoup plus émotive au niveau des projets. Enfin, il y a un peu de tout. Et c'est la richesse de notre bureau, je pense. Et c'est pourquoi là, je salue tous mes collègues. Et je remercie tout le monde pour les réussites qu'on a eues dans ce bureau. Voilà. Nice, merci. Oui, merci. J'ai passé un super bon moment. Moi, c'était super intéressant. Super intéressant. Un immense merci, Moses. Et à une prochaine. À très bientôt. Excellent. À très bientôt. Super, merci. Merci beaucoup.